Elle n'aurait pas dû faire ça. Une humble serveuse dans un restaurant de luxe a pris un appel en chinois devant un millionnaire. Pour elle, ce n'était qu'une conversation de plus. Mais pour lui, c'était un secret dévastateur qui n'aurait jamais dû être révélé. Le lendemain, quelque chose d'impensable s'est produit. Le soleil se couchait sur Lyon, ses derniers rayons caressant les façades des bâtiments historiques qui bordèrent la Saône. Inès Barre rajusta son tablier noir, emblème du restaurant gastronomique Le Doré, où elle travaillait depuis maintenant 3 ans, ses cheveux châtains soigneusement attachés en chignon. Elle consulta une dernière fois son reflet dans le miroir des toilettes du personnel. Ses yeux verts trahissèrent sa fatigue, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de la montrer aux clients fortunés qui déboursaient une fortune pour dîner dans ce temple de la gastronomie française. Inès. Table 12. Les bars sont arrivés avec des investisseurs chinois, lança Julien, le maître d'hôtel, tandis qu'elle regagnait la salle. Elle retint un soupir. La table 12 était réservée aux clients les plus prestigieux, ceux pour qui même le directeur du restaurant se déplaçait en personne, les bars, propriétaires d'un empire industriel lyonnais. Et terne de cela, j'arrive tout de suite, répondit-elle avec un sourire professionnel bien rodé. En s'approchant de la table, elle reconnut immédiatement Nicolas Barre, grand, l'allure impeccable dans son costume sur mesure. Il dominait la conversation avec une assurance que seule la richesse transgénérationnelle pouvait conférer. Ses traits étaient fins, presque aristocratiques, et ses yeux d'un bleu acier scrutaient son environnement avec la précision d'un prédateur. À ses côtés, André Dumas, son bras droit, un homme au visage jovial qui masquait une intelligence redoutable. « Messieurs, dames, bienvenue au Doré », salua Inès en déposant les menus sur la table. « Notre chef vous propose ce soir un carpaccio de Saint-Jacques aux agrumes et une cocotte de homard au vin jaune. » Elle présenta les plats en français, puis, remarquant les invités asiatiques, ajouta quelques mots en anglais. Nicolas Barre lui adressa à peine un regard, occupé à parler chiffre d'affaires avec ses convives. La soirée avançait sans accroc, jusqu'à ce que le téléphone d'Inès vibre dans la poche de son tablier. Elle jeta un coup d'œil à l'écran. L'hôpital, son cœur se serra. « Excuse-moi, Julien, je dois prendre cet appel. C'est pour ma mère », murmura-t-elle à son collègue qui passait près d'elle. Elle se dirigea vers le vestiaire, mais fut interrompue par un nouvel appel plus insistant. Sans réfléchir, elle décrocha tout en marchant, oubliant qu'elle était encore dans la salle. « Wei, King Deng Yipsia », répondit-elle instinctivement en mandarin. « Wo Xianzai Buneng Shuowa ». Elle s'arrêta net, réalisant qu'elle se trouvait juste à côté de la table 12. Nicolas Barre avait interrompu sa conversation et la fixait avec une curiosité non dissimulée. Inès s'éloigna rapidement, poursuivant sa conversation à voix basse. C'était l'hôpital qui l'informait que l'état de sa mère, Mireille, s'était stabilisé, mais que les médecins recommandaient un nouveau traitement expérimental, hors de prix. Bien entendu, quand elle revint dans la salle, elle sentit sur elle le regard insistant de Nicolas Barre. Elle tenta de l'ignorer, servant le vin avec une précision mécanique. « Vous parlez couramment le mandarin, mademoiselle ?» demanda soudain Nicolas, interrompant sa conversation. « Barre, Inès Barre », répondit-elle, remarquant le léger froncement de sourcils d'André Dumas à l'énonciation de son nom. « Et oui, je parle plusieurs langues. Un hasard, ce nom de famille. Pure coïncidence, monsieur. Lyon n'est pas si grande. » Nicolas semblait sur le point d'ajouter quelque chose, quand André se pencha vers lui et murmura quelques mots à son oreille. Le visage de Nicolas s'assombrit. « Une urgence professionnelle, messieurs. Veuillez m'excuser, » annonça-t-il en se levant. Il jeta un dernier regard à Inès avant de quitter la table. Suivi d'André, plus tard dans la soirée, alors qu'Inès terminait son service, le directeur du restaurant l'appela dans son bureau. « Monsieur Barre souhaite vous parler », annonça-t-il, visiblement intrigué. Nicolas Barre l'attendait, debout devant la fenêtre, contemplant les lumières de la ville. « Mademoiselle Barre, votre maîtrise du mandarin est inattendue pour une serveuse. »« Je n'ai pas toujours été serveuse, » répondit-elle. Le menton relevé, refusant de se laisser intimider. « J'ai cru comprendre. André a fait quelques recherches. Vous avez abandonné vos études en linguistique à l'Université nationale de Lyon. Mention très bien. Spécialisation en langues asiatiques et slaves. Pourquoi ?» Inès se raidit. « Des raisons personnelles. Votre mère était malade.
Une pathologie cardiaque rare. Elle le fixa, stupéfaite par la rapidité avec laquelle il avait obtenu ces informations. « Écoutez, j'irai droit au but », poursuivit Nicolas. « Mon interprète habituel a été hospitalisé ce matin. J'ai une négociation cruciale avec un conglomérat chinois, Lianlong, qui pourrait sauver ou couler une partie de nos activités. Nous n'avons pas trouvé de remplaçant de confiance. Et vous voulez que vous deveniez mon interprète personnel? Pour un mois, salaire de 30 000 €. Inès étouffa un hoquet de surprise. Une somme pareille couvrirait les traitements de sa mère pendant près d'1 an. C'est généreux, articula-t-elle. Mais pourquoi moi? Vous pourriez engager n'importe quel interprète professionnel? Nicolas esquissa un sourire sans joie. Les négociations commerciales sont un champ de mine, mademoiselle Barr. Les mots ont plusieurs couches de signification. Je préfère quelqu'un qui n'appartient pas au milieu. Quelqu'un qui n'a pas d'allégeance préexistante. Et comment savez-vous que je n'en ai pas? Je fais confiance à mon instinct. Il s'approcha d'elle. Alors, Inès pensa à sa mère, aux factures d'hôpital qui s'accumulaient, au traitement expérimental qui pourrait lui sauver la vie. « Quand commencerai-je » demanda-t-elle. « Demain, 8 heures précises, siège des entreprises Barr. » Nicolas lui tendit une carte. « Ne soyez pas en retard. » Alors qu'elle quittait le restaurant, le téléphone d'Inès vibra à nouveau, un texto de l'hôpital. Modification du traitement nécessaire. Urgence de procéder. Merci de contacter des Heures, Leroy. Dans le métro qui la ramenait chez elle, Inès fixait la carte de visite de Nicolas Barr. Un univers la séparait de cet homme. Mais demain, elle franchirait la ligne, pour sa mère. Elle était prête à tout. Ce qu'elle ignorait, c'est que dans son bureau luxueux, Nicolas Barr examinait un vieux dossier déterré par André. Sur la première page, une photo de Mireille Barr, accompagnée d'une mention « Ex-comptable, détournement de fonds, disparu ». « Tu crois vraiment que c'est une bonne idée ?» demandait André. « Je veux savoir qui elle est vraiment », répondit Nicolas, les yeux fixés sur la photo d'Inès extraite des archives universitaires. « Et quelle meilleure façon que de la garder près de moi ?» Inès se réveilla en sursaut, le cœur battant. Son réveil affichait 6h15, bien avant la sonnerie prévue. Elle avait à peine dormi, son esprit tourmenté par sa décision d'accepter l'offre de Nicolas Barr. En préparant son café, elle jeta un œil à son petit appartement de 2 pièces dans le quartier de la Croix-Rousse. Les murs écaillés et le mobilier usé contrastaient avec le luxe du restaurant où elle travaillait. Sur la table basse s'empilaient des factures d'hôpital et des notices de rappel. Son téléphone vibra. C'était Martin, le cousin qui l'avait aidé à obtenir son poste au Doré. « Alors, c'est vrai, tu démissionnes pour bosser chez les Barr ?» demanda-t-il sans préambule. Inès soupira. « Les nouvelles vont vite. Tu plaisantes. Tout le monde en parle. Servir le café aux riches, c'est une chose. Mais travailler pour eux, c'est temporaire, Martin. Et le salaire, c'est pour maman. » Un silence s'installa. Martin connaissait la situation de Mireille. « Je comprends, mais méfie-toi d'eux, Inès. Ces gens-là, ils ne sont pas comme nous. » Après avoir raccroché, Inès ouvrit son armoire et constata la triste réalité. Rien qui conviendrait au siège d'une multinationale, elle opta pour sa tenue d'entretien d'embauche. Un tailleur pantalon noir, légèrement passé au coude, et une chemise blanche impeccable, à 7h45 précise, elle se tenait devant l'imposant gratte-ciel des entreprises, Barr au cœur du quartier d'affaires de la Part-Dieu. L'édifice en verre et acier reflétait les premiers rayons du soleil, tel un phare de pouvoir au milieu de la ville. À l'accueil, une réceptionniste à l'allure impeccable la toisa avec suspicion. « Inès Barr, j'ai rendez-vous avec monsieur Nicolas Barr. » La jeune femme haussa un sourcil parfaitement épilé. « Un lien de parenté, une simple coïncidence, » répondit Inès, déjà lassée de devoir se justifier. Après un appel bref, la réceptionniste lui tendit un badge visiteur. « 42e étage, monsieur Dumas vous attend. » L'ascenseur en verre offrait une vue vertigineuse sur Lyon, à mesure qu'elle s'élevait. Inès sentait sa détermination vaciller. Qu'était-elle en train de faire? Elle, l'ancienne étudiante brillante devenue serveuse, allait côtoyer les gens qui représentaient tout ce qu'elle avait appris à mépriser, l'opulence, le pouvoir sans scrupules, l'exploitation. Les portes s'ouvrirent sur un espace ouvert baigné de lumière naturelle. Des bureaux minimalistes en bois clair s'alignaient sous de hauts plafonds. Au fond, une série de salles de réunion vitrées offrait une vue imprenable sur les Alpes au loin. André Dumas l'attendait, sourire commercial aux lèvres.
Mademoiselle Barr, bienvenue. Il l'examina rapidement de la tête aux pieds. Suivez-moi. Nous avons préparé votre bureau. Il la guida à travers l'open space, où des employés en costume impeccable lui jetaient des regards curieux. Vous êtes la coqueluche du moment, commenta André avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. La serveuse polyglotte repérée par Nicolas lui-même, certains ont mis des années à attirer son attention. Inès décida d'ignorer le commentaire désobligeant. « Je suis là pour un travail spécifique, monsieur Dumas, rien de plus. »« Bien sûr, » répondit-il avec un petit rire. « Voici votre espace. » Le bureau, bien que modeste comparé aux autres, était plus grand que tout son appartement. Un ordinateur dernier cri trônait sur la surface en verre, à côté d'une pile de documents estampillés « Confidentiel. Projet Lianglong. Nicolas vous rejoindra à 9h pour un briefing. D'ici là, familiarisez-vous avec ces dossiers. Ils contiennent toutes les informations sur la négociation à venir. » À peine André s'était-il éloigné qu'Inès sentit une présence derrière elle. Une femme élégante d'une trentaine d'années, aux longs cheveux blonds et au tailleur d'une coupe irréprochable, la dévisageait avec une hostilité à peine voilée. « Alors c'est vous, la nouvelle trouvaille de Nicolas ?» Inès se redressa. « Inès Barr. Je suis l'interprète pour la négociation Lianglong. » Barr, comme Nicolas. Quelle coïncidence. La femme s'approcha, envahissant délibérément son espace personnel. « Je suis Léa Girard, la fiancée de Nicolas, et également directrice de la communication du groupe. » Son parfum capiteux enveloppait Inès comme un avertissement. « Écoutez-moi bien, mademoiselle. Barr, je ne sais pas quel est votre petit jeu, mais sachez que Nicolas est un homme très occupé et très bien entouré. Je suis simplement ici pour faire mon travail, » répondit Inès avec calme. Léa sourit, découvrant des dents parfaites. « Bien sûr. » Elle consulta sa montre de luxe. « Je veillerai personnellement à ce que votre séjour parmi nous soit instructif. » Elle s'éloigna d'une démarche assurée, laissant derrière elle une traînée de parfums coûteux et de menaces voilées. Inès se plongea dans les dossiers, absorbant rapidement les informations sur le conglomérat Lianglong, une entreprise technologique chinoise spécialisée dans les semi-conducteurs de nouvelle génération, dont les brevets intéressaient particulièrement les bars pour diversifier leurs activités traditionnelles dans l'industrie lourde. À 8h45, elle fut interrompue par l'arrivée d'un homme plus jeune que Nicolas, mais dont les traits présentaient une ressemblance frappante. « Pardonnez-moi, » dit-il avec une politesse qui contrastait avec l'atmosphère générale. « Je cherchais André. Il est parti par là, » indiqua Inès en désignant le couloir. L'homme l'observa avec curiosité. « Vous êtes nouvelle ?»« Temporairement. Je suis l'interprète pour le projet Lianglong. Inès Barr. » À l'énoncé de son nom, l'homme tressaillit visiblement. « Barr, c'est intéressant. Je suis Loïc Barr, le frère cadet de Nicolas, directeur juridique. » Il lui tendit la main, que Inès serra avec hésitation. Son regard scrutateur la mettait mal à l'aise. « Votre mère s'appelle Mireille, n'est-ce pas ?» demanda-t-il soudainement. Inès sentit son cœur s'accélérer. « Oui, comment le savez-vous ?» Loïc ouvrit la bouche pour répondre, mais fut interrompu par l'arrivée de Nicolas. « Loïc, je te cherchais justement, » lança ce dernier avant de remarquer la tension entre eux. « Je vois que tu as fait la connaissance de notre nouvelle interprète. » En effet, un nom de famille. Frappant. Nicolas fronça les sourcils. Une simple coïncidence. Nous avons une réunion préparatoire dans 10 minutes. Sale confluence. Loïc hocha la tête, jeta un dernier regard à Inès, puis s'éloigna. « Ne faites pas attention à mon frère, » dit Nicolas. « Il voit des conspirations partout, un effet secondaire de sa formation juridique, j'imagine. » La matinée passa en briefing intensif sur la stratégie de négociation. Nicolas était un patron exigeant mais précis, et Inès fut surprise de constater la facilité avec laquelle elle s'adaptait à ce nouveau rôle. À midi, alors qu'elle se dirigeait vers la cafétéria d'entreprise, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Mademoiselle Barr. La voix masculine était basse, presque menaçante. « Je me présente, Yves Collin. » Inès s'arrêta net. « Yves Collin, le principal rival de Nicolas Barr dans le secteur. Comment avez-vous obtenu mon numéro ?» Un rire bref. « J'ai mes sources, notamment un cousin à vous qui travaille au Doré, Martin, c'est ça. » Inès sentit un frisson glacé parcourir son échine. « Que voulez-vous ? Discuter d'une opportunité mutuellement bénéfique ? Je sais pour votre mère, pour son traitement expérimental, je pourrais y faciliter son accès. Pourquoi feriez-vous ça ? Disons que j'apprécie les personnes au talent, particulier, comme le vôtre,
en échange de quelques informations sur les négociations de Nicolas avec Liang Long. Rien de bien méchant. C'est de l'espionnage industriel, murmura Inès, horrifiée. C'est de la survie, mademoiselle Barr. Pour vous et pour votre mère. Réfléchissez-y. La communication coupa, laissant Inès tremblante au milieu du couloir luxueux, soudain consciente du piège qui se refermait autour d'elle. La première semaine d'Inès aux entreprises Barr s'écoula dans un tourbillon de réunions préparatoires et de dossiers à mémoriser. Chaque matin, elle arrivait 1 heure avant tout le monde, s'imprégnant des termes techniques et des subtilités culturelles qui seraient essentielles lors des négociations à Beijing. Le jeudi, Nicolas l'invita dans son bureau pour faire le point. La pièce, sobrement luxueuse, offrait une vue panoramique sur Lyon. Des tableaux d'art contemporain ornaient les murs, contrastant avec le mobilier minimaliste. « Vos progrès sont impressionnants », admit Nicolas en feuilletant ses notes. « Vous avez assimilé en 4 jours ce que la plupart mettent des semaines à comprendre. »« Je n'ai pas le luxe du temps », répondit Inès. Tout en évitant de mentionner l'appel de Colin qui la hantait depuis lundi, Nicolas l'observa, son regard bleu acier semblant lire en elle « Des problèmes. »« Non », mentit-elle, « juste la fatigue. » Il hocha la tête, peu convaincu. « Notre vol pour Beijing part lundi. D'ici là, je veux que vous maîtrisiez parfaitement les spécificités du contrat. On se retrouve ce soir, 20h, pour une session de préparation. » En sortant du bureau, Inès fut accueillie par le regard glacial de Léa qui, par coïncidence, semblait toujours se trouver sur son chemin. « Nicolas semble très satisfait de votre travail, » remarqua-t-elle en ajustant son bracelet en or blanc. « Tellement qu'il annule notre dîner chez mes parents pour travailler avec vous ce soir. » Inès soutint son regard. « Ce n'est que professionnel, mademoiselle Girard. »« Bien sûr, ma chérie. » Léa caressa distraitement son collier de perles. « Vous savez, j'ai fait quelques recherches sur vous. Brillante étudiante qui abandonne subitement ses études. Pour devenir serveuse, étrange parcours. » Le cœur d'Inès s'accéléra. « Ma vie ne vous regarde pas. Tout ce qui concerne Nicolas me regarde. » Léa s'approcha, baissant la voix. « Je n'aime pas les mystères, mademoiselle Barr. Et vous en êtes un gros. Mais les mystères, ça finit toujours par se résoudre. » Elle s'éloigna d'un pas assuré, laissant Inès avec une sensation de malaise grandissant. Ce même soir, son téléphone vibra alors qu'elle consultait des documents sur Liang Long. Un message de Colin. « Deadline, demain, 18h. J'attends les détails de votre stratégie pour la réunion initiale à Beijing. Rappel, notre ami commun à l'hôpital Saint-Joseph attend mon feu vert pour intégrer votre mère au programme expérimental. » Ses mains tremblèrent, elle composa rapidement le numéro de l'hôpital. « Bonjour, je voudrais des nouvelles de Mireille Barr, chambre 307. » La voix de l'infirmière était professionnellement neutre. « Êtes-vous un membre de la famille ?»« Sa fille, Inès Barr. » Un instant, un silence. Puis, « Madame Barr a connu un épisode difficile cet après-midi. Le DR, le roi souhaite vous voir demain pour discuter. D'options thérapeutiques urgentes. » Inès raccrocha, le cœur battant. Comment Colin avait-il su pour la dégradation de l'état de sa mère? Avait-il des complices à l'hôpital? La coïncidence était trop parfaite pour ne pas être orchestrée. 20h. La plupart des employés étaient repartis depuis longtemps, laissant l'étage presque désert. Nicolas attendait Inès dans une petite salle de conférence. Veste enlevée, manches retroussées. Cette version moins formelle de l'homme d'affaires la déstabilisa. « J'ai commandé à dîner », dit-il en désignant des boîtes de nourriture chinoise. Autant nous immerger complètement. La session de travail s'avéra étonnamment productive. Nicolas possédait une compréhension remarquable des enjeux culturels. Et Inès fut impressionnée par sa capacité à anticiper les angles d'approche de leurs interlocuteurs chinois. Vers minuit, après des heures à perfectionner leurs arguments, ils firent une pause. La fatigue avait atténué leurs barrières professionnelles. « Pourquoi avez-vous abandonné vos études ?» demanda soudain Nicolas. « Avec votre talent, vous auriez pu devenir interprète pour l'ONU ou diplomate. » Inès hésita. « La vie ne suit pas toujours le chemin qu'on espère. C'est à cause de votre mère, n'est-ce pas? Sa maladie ?» Elle le regarda, surprise par cette perception. « Oui, les traitements coûtent cher. Plus que des études universitaires. Quel est son diagnostic exact? Cardiomyopathie hypertrophique avec complications arythmiques, une forme rare. » Elle détourna le regard. « Les traitements conventionnels ne fonctionnent plus.
Il reste des protocoles expérimentaux, mais ils sont hors de prix et hors système. Inès acquiesça silencieusement, consciente d'en avoir trop dit. Nicolas l'observa longuement, comme s'il évaluait quelque chose. Ma mère est morte quand j'avais 8 ans. Cancer. À l'époque, mon père avait mobilisé toutes ses ressources, fait venir des spécialistes du monde entier, en vain. Ce fragment d'intimité l'a surpris. « Je suis désolée. Ne le soyez pas. C'était il y a longtemps. » Il se leva, s'approcha de la baie vitrée. « Ce que j'essaie de dire, c'est que je comprends les limites qu'on est prêt à franchir pour sauver quelqu'un qu'on aime. » Un silence chargé s'installa entre eux, une connexion inattendue que ni l'un ni l'autre n'avait anticipée. Le lendemain matin, Inès se rendit directement à l'hôpital avant d'aller au bureau. La chambre de sa mère était baignée d'une lumière pâle. Mireille, autrefois si vive, semblait avoir rétréci dans son lit d'hôpital. Son teint cireux contrastait avec le blanc des draps. « Ma chérie », murmura-t-elle en voyant Inès, « tu as l'air épuisée. C'est moi qui devrais dire ça. » Sourit Inès en s'asseyant au bord du lit. « Comment te sens-tu aujourd'hui ?» Comme quelqu'un dont le cœur fait des siennes. Mireille tenta de se redresser, grimaçant à l'effort. « Le dehors, le Roy t'a parlé ?»« Pas encore. Il doit passer ce matin. » Inès hésita. « Maman, tu connais un médecin nommé Colin, ou quelqu'un qui pourrait avoir un lien avec les entreprises Barr ?» Le visage de Mireille se figea. « Pourquoi cette question ? On m'a proposé un nouveau traitement. Je voulais savoir si... » Inès. La voix de Mireille était soudain ferme. « Qu'est-ce que tu ne me dis pas ?» Avant qu'elle puisse répondre, le dehors, le Roy entra. Son expression grave confirma les craintes d'Inès. « Les résultats ne sont pas bons », annonça-t-il sans préambule. « Le traitement actuel ne suffit plus. Il existe un protocole expérimental qui pourrait la stabiliser. » Mais il n'est pas couvert par l'assurance, compléta Inès. Exactement, et il coûte 15 000 € par mois. Inès ferma les yeux. Même avec son nouveau salaire chez Barr, c'était impossible à long terme. En sortant de l'hôpital, elle prit sa décision. À 17h45. Elle envoya un email depuis son téléphone personnel à l'adresse que Colin lui avait donnée. Objet, informations préliminaires, contenu, des détails sur la stratégie de négociation initiale, suffisamment substantiel pour satisfaire Colin, mais rien qui compromettrait irrémédiablement Nicolas. À 18h15, elle reçut une réponse. Rendez-vous pris pour Madame Barr, demain, 9h. Continuez ainsi. Le week-end passa dans un brouillard d'angoisse et de préparatifs. Lundi matin, Inès se présenta à l'aéroport Saint-Exupéry, valise en main. Nicolas l'attendait déjà près du comptoir d'enregistrement des vols privés. « Prête pour le grand bain ?» demanda-t-il avec un demi-sourire. « Aussi prête qu'on peut l'être ?» répondit-elle, tentant d'ignorer la culpabilité qui lui rongeait l'estomac, tandis qu'il s'installait dans le jet privé. Inès remarqua Loïc qui les observait depuis le terminal, son expression indéchiffrable. Avant de monter à bord, il avait glissé un mot à l'oreille de Nicolas, qui s'était assombri momentanément. « Un problème ?» demanda-t-elle alors que l'avion s'apprêtait à décoller. Nicolas la regarda longuement, comme s'il cherchait quelque chose dans ses yeux. Rien qui ne puisse attendre notre retour de Chine. À des kilomètres de là, dans son bureau aux lignes épurées, Yves Colin relisait les informations envoyées par Inès. Un sourire satisfait aux lèvres. Sur son écran s'affichait une photographie. Mireille Barr, 20 ans plus tôt, en compagnie d'Étienne Barr, le défunt patriarche de la famille. Il semblait proche, trop proche. Parfois, la vengeance se transmet de génération en génération, murmura-t-il en fermant le dossier. L'avion privé des entreprises Barr fendit les nuages pour entamer sa descente vers Beijing. Après 12 heures de vol, Inès sentait la fatigue engourdir ses membres, mais son esprit restait en alerte. Nicolas, assis en face d'elle, consultait une dernière fois les documents de négociation, son visage ne trahissant aucun signe d'épuisement. « Le chauffeur nous attend à l'arrivée », annonça-t-il en refermant son dossier. « Nous avons 3 heures pour nous installer à l'hôtel avant la première visioconférence avec Liang. » Inès tenta d'ignorer la boule d'angoisse qui grossissait dans son estomac. 24 heures plus tôt, elle avait reçu un nouveau message de Colin. « Surveillance active pendant tout le séjour. Attendez mes instructions. Votre mère a bien commencé le nouveau traitement. L'aéroport international de Beijing les accueillit dans un chaos organisé. Une limousine aux vitres teintées,
les attendait sur le tarmac, privilège des voyageurs fortunés qui évitaient les formalités d'immigration standard. « Bienvenue à Beijing, monsieur Bar », salua le chauffeur en mandarin. « Xiexi, nous allons directement à l'hôtel », répondit Inès, surprenant le chauffeur qui ne s'attendait pas à une réponse dans sa langue. Le trajet jusqu'au Peninsula Beijing offrit à Inès sa première vision de la capitale chinoise, un mélange vertigineux d'architecture hyper moderne et de traditions millénaires, où les tours de verre côtoyaient les hutongs ancestraux. À l'hôtel, le contraste était tout aussi saisissant entre les matériaux nobles inspirés de la cité interdite et les technologies de pointe invisibles mais omniprésentes. On les conduisit dans une suite présidentielle, où 2 chambres séparées entouraient un salon commun, équipé pour les visioconférences. La conférence commence dans 2 heures, rappela Nicolas en défaisant sa valise. Reposez-vous un peu, je vous veux au maximum de vos capacités, seul dans sa chambre. Inès vérifia immédiatement son téléphone. Un message de l'hôpital confirmait que sa mère avait bien commencé le nouveau traitement, un soulagement temporaire qui n'atténuait pas sa culpabilité. À 18 heures précises, ils prirent place devant l'écran de visioconférence. Nicolas, impeccable dans son costume sur mesure, dégageait une assurance tranquille. Inès, vêtue d'un tailleur noir sobre, tentait de calmer les battements de son cœur. L'écran s'alluma, révélant une salle de conférence à l'autre bout de la ville. 5 hommes en costume sombre étaient assis autour d'une table, mais c'est celui du centre qui attira immédiatement l'attention d'Inès. Portant des lunettes au vert teinté et un costume d'une coupe parfaite, il semblait être le point autour duquel les autres gravitaient. « Monsieur Liang, c'est un plaisir de vous rencontrer enfin, même virtuellement », commença Nicolas en anglais. Inès traduisit, mais ses yeux restaient fixés sur le mystérieux homme aux lunettes noires. Quelque chose dans la forme de son visage, dans la ligne de sa mâchoire, éveillait en elle un écho lointain. « Le plaisir est partagé, monsieur Bar », répondit Liang en mandarin, sa voix étonnamment douce et mesurée. « Votre réputation vous précède, tout comme celle de votre talentueuse interprète. » Inès traduisit mécaniquement, déstabilisée par la façon dont Liang semblait la fixer à travers ses verres opaques. Comment pouvait-il connaître sa réputation ? La réunion préliminaire se déroula sans accroc apparent, mais Inès perçut des subtilités qui échappaient à Nicolas. Les associés de Liang semblaient parfois surpris par les positions de leur patron, comme si certaines concessions n'avaient pas été discutées au préalable. Après 2 heures d'échange, Liang conclut « Nous nous retrouverons demain matin au siège de Lianglong pour poursuivre. Ma secrétaire vous enverra les détails. » Une fois la connexion coupée, Nicolas se tourna vers Inès. Impression. « Quelque chose cloche, admit-elle. Liang a fait des concessions inhabituelles sur les clauses de propriété intellectuelle, presque trop faciles. J'ai remarqué aussi, » Nicolas se leva, desserrant sa cravate. « C'est soit un piège, soit il a un agenda différent de ce qu'on croit. » Inès repensa au regard de Liang, à cette impression tenace de familiarité. Ses associés semblaient parfois surpris par ses positions, comme s'ils ne suivaient pas la stratégie convenue. Nicolas hocha la tête, pensif. « Demain, soyez particulièrement attentive aux non-dits, aux regards entre eux. » Le lendemain, leur voiture s'arrêta devant une tour d'acier et de verre dans le quartier des affaires de Beijing. Le bâtiment, conçu comme un dragon s'élevant vers le ciel, symbolisait parfaitement l'ambition de l'entreprise. Dans la salle de conférence au 50e étage, l'équipe de Liang les attendait. Cette fois, les lunettes noires de Liang semblaient encore plus impénétrables sous la lumière naturelle qui inondait la pièce. Les négociations s'intensifièrent, chaque terme du contrat étant disséqué avec une précision chirurgicale. Inès jonglait entre traduction littérale et adaptation culturelle, permettant à Nicolas de naviguer les subtilités du protocole chinois. Lors de la pause déjeuner, un incident étrange se produisit. Alors que les plats traditionnels étaient servis, un des associés se pencha vers Liang et murmura quelque chose qui fit tressaillir ce dernier. Inès, dont l'oreille affûtée captait les moindres chuchotements, entendit distinctement « Elle ressemble tellement à lui ». L'après-midi fut marqué par une série de complications techniques inexplicables. Des documents manquants, des connexions Internet instables, des interprétations contradictoires des termes du contrat. À chaque obstacle, Inès détectait un schéma. Ces problèmes semblaient délibérément orchestrés pour ralentir le processus. « Quelqu'un sabote les négociations », murmura-t-elle à Nicolas,
pendant qu'ils attendaient le redémarrage du système informatique. « Colin », suggéra Nicolas, les traits tendus. Inès sentit son sang se glacer. Savait-il pour sa trahison? Pourquoi pensez-vous à lui? Il a des intérêts dans ce secteur et il me déteste depuis l'université. Nicolas la dévisagea. « Vous semblez nerveuse, Inès ?» C'était la première fois qu'il l'appelait par son prénom. « Juste la pression, » mentit-elle. « Et j'ai l'impression que Monsieur Liang me dévisage constamment. C'est perturbant. » Nicolas fronça les sourcils. « J'ai remarqué aussi, comme s'il vous connaissait, la journée s'acheva sur une note d'incertitude, les principaux points du contrat restant en suspens. Liang proposa de poursuivre le lendemain, ajoutant de façon inattendue « Peut-être pourrions-nous montrer à nos invités français un peu de notre culture. Le temple du ciel est particulièrement beau au coucher du soleil. » De retour à l'hôtel, Inès trouva un message de Colin sur son téléphone crypté. Progression trop rapide, créer un désaccord sur les clauses de propriété intellectuelle demain, retarder la signature d'au moins 48 heures. Elle fixa le message, partagé entre sa loyauté naissante envers Nicolas et la vie de sa mère. Un second message s'afficha. « N'oubliez pas qui tient le destin de votre mère entre ses mains. » Cette nuit-là, une tempête inattendue balaya Beijing, la pluie martelant les vitres de l'hôtel avec furie. Incapable de dormir, Inès sortit dans le salon commun de la suite. Nicolas s'y trouvait déjà, contemplant la ville illuminée à travers les trompes d'eau. « Vous aussi le décalage horaire ?» demanda-t-il sans se retourner. « Ça, et trop de pensées. » Elle s'approcha de la fenêtre, gardant une distance respectueuse. « Des regrets d'être venue ?» Non. Cette réponse, au moins, était sincère. Juste. Des complications personnelles. Nicolas se tourna vers elle, son visage partiellement éclairé par les lumières de la ville. Pour la première fois, elle distingua la vulnérabilité derrière son masque d'assurance. Ma mère disait toujours que les décisions les plus difficiles sont celles où tous les choix sont mauvais. Il lui tendit un verre de cognac qu'elle n'avait pas remarqué. Dans ces cas-là, il faut choisir celui qui vous permet de vous regarder dans le miroir le lendemain. Inès accepta le verre, leurs doigts se frôlant brièvement. Une étincelle inattendue jaillit de ce contact fugace, les surprenant tous deux. « Et si aucun choix ne le permet ?» murmura-t-elle. Nicolas la regarda longuement, comme s'il voyait au-delà de ses défenses. Alors on crée une troisième option. Au même moment, dans un bureau anonyme de l'autre côté de la ville, Liang retirait ses lunettes teintées, révélant des yeux en amande identiques à ceux d'Inès. Sur son bureau s'étalèrent des photographies, Inès enfant, dans les bras d'un homme plus jeune que lui mais au visage semblable, Mireille Barre 20 ans plus tôt, et un article de journal français titrant « Mort accidentelle d'un comptable ». « Elle a ses yeux, mais ta détermination, Mireille », murmura-t-il en mandarin à la photographie. « Demain, je verrai si elle a aussi mon courage. » Le temple du ciel se dressait majestueux sous un ciel d'azur. Ses toits aux tuiles bleues scintillant au soleil de l'après-midi. La pluie de la veille avait laissé place à une journée parfaitement claire, comme si les éléments eux-mêmes s'étaient alignés pour ce moment. La matinée avait été tendue, suivant les instructions de Colin. Inès avait délibérément mal traduit certaines nuances concernant les clauses de propriété intellectuelle, créant une confusion que Nicolas avait eu du mal à démêler. Son regard suspicieux lui avait transpercé le cœur. Mais elle avait tenu bon, se répétant mentalement que la vie de sa mère en dépendait. Maintenant, alors qu'il suivait un guide à travers l'enceinte sacrée du temple, Inès remarqua que M. Liang se tenait légèrement en retrait du groupe. « Mademoiselle Barre » l'interpella-t-il en mandarin. « Pourriez-vous me rejoindre un instant? J'aimerais vous montrer un détail architectural particulier. » Nicolas, absorbé par les explications du guide sur le symbolisme impérial, lui fit un signe d'assentiment. Inès s'approcha de Liang avec appréhension. Consciente de la singularité de ce tête-à-tête, « C'est ici que l'empereur venait prier pour de bonnes récoltes », expliqua Liang en l'entraînant vers un pavillon latéral, loin des oreilles indiscrètes. Il était l'intermédiaire entre le ciel et la terre. Certains secrets ne pouvaient être partagés qu'avec les dieux. Quelque chose dans sa voix, dans sa façon de se tenir, éveillait en Inès des souvenirs enfouis, comme une mélodie familière dont on ne retrouve pas les paroles. « Pourquoi m'avez-vous fait venir ici, Monsieur Liang ?» demanda-t-elle directement. Il retira lentement ses lunettes teintées, révélant des yeux en amande identiques aux siens. Cette même nuance particulière de brun ambré, presque doré sous certaines lumières,
Le monde s'arrêta de tourner. Papa. Le mot s'échappa comme un souffle. Une impossibilité devenue réalité. Les yeux de l'homme, son père, s'embuèrent légèrement. Tu me reconnais encore, après toutes ces années. Tu es mort. Sa voix tremblait. L'accident de voiture. Maman m'a dit, ta mère t'a dit ce qu'il fallait pour te protéger. Il jeta un regard anxieux vers le groupe qui s'éloignait. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Mon nom n'est pas Liang, mais Shen Tao. J'ai dû disparaître, changer d'identité. Quand tu avais 8 ans. Inès s'appuya contre une colonne. Les jambes chancelantes. Pourquoi? J'étais investigateur financier. J'ai découvert un réseau de blanchiment d'argent impliquant Étienne Barre, le père de Nicolas. Le visage de Shen se durcit à ce souvenir. Quand j'ai voulu alerter les autorités, les menaces ont commencé. Des menaces contre toi et ta mère. Alors tu as simulé ta mort? Tu nous as abandonnés? La colère perçait sous le choc initial. J'ai fait ce que je devais faire pour vous garder en vie. Ses yeux suppliaient la compréhension. Je suis retourné en Chine, terre de mes ancêtres, et j'ai reconstruit ma vie avec un seul but. Accumuler suffisamment de preuves et de pouvoir pour un jour laver le nom de ta mère et vous protéger toutes les deux. Le nom de maman, que veux-tu dire? Shen baissa la voix encore davantage. Après ma mort, Étienne Barre a fait accuser ta mère de détournement de fonds. C'était leur façon de s'assurer son silence. Elle a dû disparaître, changer de ville, recommencer à zéro avec toi. Les pièces du puzzle s'assemblèrent brutalement dans l'esprit d'Inès. C'est pour ça que Loïc a réagi en entendant notre nom. Il connaît l'histoire de maman. Loïc était trop jeune à l'époque pour être impliqué. Shen sortit une enveloppe de sa poche intérieure. Ces documents prouvent l'innocence de ta mère. Des transferts bancaires signés par André Dumas et Étienne Barre, pas par Mireille. André, le bras droit de Nicolas, le complice principal d'Étienne. Shen remit ses lunettes en apercevant le groupe qui revenait vers eux. Nicolas lui-même ne sait probablement rien. Il avait à peine 10 ans quand tout cela s'est produit. Inès glissa l'enveloppe dans son sac, l'esprit en ébullition. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette mascarade de négociation? Parce que le temps presse, je sais pour la maladie de ta mère. Son regard s'assombrit. Et je sais aussi que Yves Collin te fait chanter. La stupéfaction d'Inès dut se lire sur son visage. J'ai des yeux et des oreilles partout, Inès. Je n'ai jamais cessé de veiller sur vous deux, même de loin. Shen jeta un regard vers Nicolas qui s'approchait. Fais-moi confiance. Bientôt, tout sera révélé. Maintenant, joue ton rôle pour ta mère. Pour la vérité, la fin de la visite se déroula dans un brouillard. Inès traduisait mécaniquement, son esprit oscillant entre euphorie, colère et confusion. Son père était vivant, sa mère avait été injustement accusée, et Nicolas, l'homme pour qui elle commençait à éprouver des sentiments, était le fils de celui qui avait détruit sa famille. Cette nuit-là, dans sa chambre d'hôtel, Inès examina les documents fournis par son père, des relevés bancaires, des mémos internes, des photographies, tout pointait vers la culpabilité d'André et d'Étienne. Sa mère avait été un bouc émissaire parfait, comptable principal, sans connexion politique. Facile à faire disparaître du paysage, son téléphone vibra. Un message de Collin. « Félicitations pour aujourd'hui, continuez comme ça, 2 jours de plus, traitement de votre mère assuré pour le mois prochain. » Inès fixa l'écran, déchirée. Devait-elle continuer à saboter les négociations pour Colline? Sachant maintenant que son père était derrière tout cela, quel était son véritable plan? Un coup discret à sa porte interrompit ses réflexions. Nicolas se tenait dans l'encadrement, l'air préoccupé. « Désolé de vous déranger si tard, mais j'ai reçu des informations troublantes de Lyon. » Son expression était grave. « Loïc a fouillé dans les archives et a trouvé des incohérences concernant votre mère. » Le cœur d'Inès s'arrêta. « Ma mère, Mireille Barre, elle travaillait pour mon père, n'est-ce pas? Comme comptable principal. Avant ça, disparition. » Nicolas entra dans la chambre, fermant la porte derrière lui. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Parce que je l'ignorais moi-même jusqu'à récemment. Ce n'était qu'un demi-mensonge. Ma mère ne parle jamais de cette période. Nicolas la scruta, cherchant la vérité dans ses yeux. Loïc pense qu'elle a été injustement accusée, que les preuves contre elle ont été fabriquées. Et vous, qu'en pensez-vous? Je pense que c'est une coïncidence trop parfaite que la fille de notre ancienne comptable se retrouve à travailler pour nous juste au moment de la négociation la plus importante de l'année. Son ton n'était pas accusateur, plutôt inquiet.
Je pense aussi que vous me cachez quelque chose. Inès, la tension entre eux était palpable. Méfiance, attraction, secrets trop lourds à porter. Je ne suis pas votre ennemi, Nicolas. Elle soutint son regard, luttant contre l'envie de tout lui révéler. Mais il y a des forces en jeu dont nous ignorons tout, comme Liang qui vous isole pendant la visite du temple. Il s'approcha d'elle. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Inès détourna le regard. Rien de significatif, des banalités culturelles. Vous mentez mal pour quelqu'un qui jongle avec les langues. Nicolas prit doucement son menton entre ses doigts, la forçant à le regarder. Faites-moi confiance. Inès, quoi qu'il se passe, nous pouvons le résoudre ensemble. Ce contact, ce regard, cette proximité, tout conspirait pour briser ses dernières défenses. Mais le souvenir des documents, de son père vivant, de sa mère injustement accusée la retint. Je ne peux pas encore. Elle s'écarta. Je vous demande juste un peu de patience. Nicolas la considéra longuement avant de soupirer. Très bien, mais sachez une chose, je ne suis pas mon père, quelles que soient dans les erreurs qu'il a commises. Je ne les répéterai pas. Pendant ce temps, à Lyon, Loïc Barre plongeait dans les archives poussiéreuses du sous-sol du siège, des cartons entiers de documents financiers que personne n'avait consultés depuis des années. Sur son bureau s'étalaient des copies de signatures, celle officielle de Mireille Barre sur les documents incriminants, et celle trouvée sur d'anciens formulaires de ressources humaines. La différence était subtile, mais indéniable pour un œil exercé. Son téléphone sonna. Un numéro international. Monsieur Barre. Ici, Shen Tao. Nous avons un intérêt commun. La vérité sur ce qui s'est passé il y a 20 ans. Loïc se redressa, soudain en alerte. Comment avez-vous eu ce numéro? La question n'est pas comment, mais pourquoi. Je peux vous fournir les pièces manquantes du puzzle que vous assemblez. Qui êtes-vous vraiment? Quelqu'un qui a tout perdu aux mains d'Étienne Barre et d'André Dumas, tout comme Mireille Barre a tout perdu. Loïc jeta un regard aux signatures falsifiées. Je vous écoute. À Paris, dans son appartement luxueux avec vue sur la tour Eiffel, André Dumas raccrochait son téléphone, le visage livide. Son contact à Beijing venait de l'informer de la présence d'un homme se faisant appeler Shen Tao, un homme qu'il croyait mort depuis 20 ans. Impossible, murmura-t-il, en se servant un whisky d'une main tremblante. Il était dans cette voiture. J'ai vérifié moi-même. Ses yeux se posèrent sur une vieille photographie encadrée. Lui et Étienne Barre, souriant, le jour de l'inauguration du nouveau siège des entreprises Barre, le jour même où ils avaient appris la mort opportune de ce fouineur de comptable chinois, André sortit son téléphone, composant un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. « Yves, c'est André. Nous avons un problème. Un fantôme du passé. » L'avion privé des entreprises Barre amorça sa descente vers l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Le retour de Beijing s'était fait dans un silence tendu, chacun enfermé dans ses pensées. Les négociations avaient finalement abouti à un accord préliminaire. Malgré les sabotages subtils d'Inès qui avaient ralenti le processus, Nicolas fixait l'horizon à travers le hublot, son profil aristocratique souligné par la lumière dorée du soleil couchant. Depuis leur conversation nocturne à l'hôtel, il s'était montré distant mais courtois, comme s'il attendait qu'Inès fasse le premier pas vers la vérité. « Nous atterrissons dans 10 minutes, annonça-t-il, brisant enfin le silence. André nous attend à l'aéroport. Le conseil d'administration veut un compte-rendu immédiat. Inès acquiesça, son estomac se nouant à la mention d'André. Désormais, elle le voyait pour ce qu'il était, le véritable architecte de la chute de sa famille. Je peux y assister si vous avez besoin de précisions sur les termes de l'accord. Ce ne sera pas nécessaire. Nicolas la dévisagea longuement. J'aimerais que vous preniez quelques jours de repos, vous semblez, préoccupé depuis notre visite au Temple du Ciel. Une lueur d'inquiétude traversa le regard d'Inès. Je préférerais continuer à travailler pour finaliser la traduction des documents. Inès, son ton s'adoucit. Quoi que Liang vous ait dit ce jour-là, je vois bien que cela vous trouble, si vous êtes prête à m'en parler. Elle détourna le regard, déchirée entre sa loyauté naissante envers Nicolas et les révélations de son père. Ce n'est pas si simple, ça ne l'est jamais. Nicolas soupira, puis reprit d'une voix plus professionnelle. Prenez votre week-end. Nous reprendrons lundi pour préparer la signature officielle à Marseille. À l'aéroport, André les accueillit avec son sourire commercial habituel. Mais Inès remarqua immédiatement la tension dans sa posture, l'éclat calculateur dans son regard. « Nicolas, mon garçon !» Il lui donna une accolade virile. « Le conseil est impatient d'entendre les bonnes nouvelles.
Puis, se tournant vers Inès, « Mademoiselle Barr, votre travail en Chine a été remarquable. » Sa façon d'appuyer sur son nom de famille lui donna des frissons. Savait-il que Shen Tao était vivant? Que sa fille travaillait maintenant pour les Barr? Je fais simplement mon travail, monsieur Dumas. André la fixa un instant de trop. Bien sûr, la compétence est dans le sang, n'est-ce pas? Elle soutint son regard, refusant de se laisser intimider. Certaines qualités se transmettent. D'autres s'acquièrent, comme l'intégrité. Un éclair de colère passa fugitivement sur le visage d'André, avant qu'il ne reprenne son masque affable. « Justement, Nicolas, nous devrions y aller. La voiture attend. » Nicolas hésita, jetant un regard inquiet à Inès. « Vous rentrez directement chez vous? »« Oui, je vais passer voir ma mère d'abord. Prenez la voiture de fonction. » Il lui tendit les clés d'une Audi garée non loin. « On se voit lundi, reposez-vous. » Sur le chemin de l'hôpital, Inès ne cessait de repenser aux événements de Beijing, son père vivant, les documents prouvant l'innocence de sa mère, et Nicolas, pris dans cette toile de mensonges sans même le savoir, arrivé à l'hôpital Saint-Joseph, elle se dirigea directement vers la chambre 307, impatiente de voir sa mère après cette semaine d'absence, mais au moment d'entrer, une infirmière l'arrêta. « Excusez-moi, vous cherchez quelqu'un? Cherchez... » Ma mère, Mireille Barr, chambre 307. L'infirmière consulta sa tablette. « Je suis désolée, mais Madame Barr a été transférée hier dans une clinique spécialisée pour la suite de son traitement expérimental. » Inès sentit son sang se glacer. « Quel établissement? Je n'ai pas été informée. Je n'ai pas cette information. » Le médecin superviseur, le docteur. L'infirmière parcourut l'écran. « Le docteur Leclerc a géré le transfert. Il n'est pas de notre service habituel. Je dois lui parler immédiatement. Je crains que ce ne soit pas possible. Il n'est pas dans l'établissement aujourd'hui. » Inès sortit précipitamment son téléphone. Composant le numéro de sa mère, boîte vocale directe, elle tenta celui de Colin. Pas de réponse. Une sueur froide perla sur son front. C'était un message. Une menace à peine voilée. Continue à coopérer, ou ta mère en subira les conséquences. De retour chez elle, Inès trouva un message sur son répondeur. La voix froide de Colin. J'espère que votre voyage s'est bien passé. Votre mère est confortablement installée dans notre clinique privée pour qu'elle puisse continuer à y recevoir les soins nécessaires. J'attends de vous la liste complète des participants à la signature de Marseille, ainsi que le protocole détaillé. Avant lundi, midi, le piège se refermait inexorablement. D'un côté, son père et ses projets encore flous. De l'autre, Colin qui tenait sa mère en otage. Et au milieu, Nicolas, avec qui elle partageait désormais plus qu'une simple relation professionnelle. Son téléphone sonna à nouveau, un numéro inconnu. « Allô ?» répondit-elle méfiante. « Mademoiselle Barr. » Loïc Barr à l'appareil. Sa respiration se bloqua. « Comment avez-vous eu mon numéro personnel ? Par des moyens que mon frère désapprouverait probablement. » Sa voix était tendue. « Nous devons parler de votre mère et d'un certain Shen Tao. Je ne connais personne de ce nom. Ne me prenez pas pour un imbécile. » Sa voix s'adoucit légèrement. « Je ne suis pas votre ennemie, Inès. J'ai découvert des choses dans nos archives, des choses qui innocentèrent votre mère. » Inès s'assit lentement, les jambes tremblantes. « Pourquoi me dire ça? Votre famille? Je ne suis pas mon père. » C'était étrangement la même phrase que Nicolas avait prononcée à Beijing. J'ai toujours su qu'il y avait des zones d'ombre dans l'ascension des entreprises Barr, des sacrifices, des injustices. Un silence s'installa avant qu'il ne reprenne. J'ai parlé avec Shen Tao. Il m'a contacté depuis Beijing. Et vous le croyez? Ses preuves sont convaincantes, surtout combinées avec ce que j'ai découvert de mon côté. Il hésita. André n'est pas celui que mon frère croit. Il n'a jamais été le mentor bienveillant qu'il prétend être. Inès ferma les yeux, assimilant l'information. Ma mère a disparu, transférée dans une clinique inconnue. Je crois que c'est Colin qui est derrière tout ça. Yves Colin. La surprise était évidente dans sa voix. Qu'a-t-il à voir avec cette histoire? Il me fait chanter depuis le début. Information contre traitement médical pour ma mère. Loïc jura doucement. Ça complique les choses, mais ça explique aussi les fuites d'informations ces dernières semaines. Une pause. Avez-vous parlé à Nicolas? Non, je ne sais pas s'il me croirait. Vous seriez surprise. Mon frère a un sens aigu de la justice, malgré son apparente froideur. Loïc soupira. Écoutez, je peux vous aider à retrouver votre mère. J'ai des contacts qui pourraient localiser cette clinique. Mais en échange,
J'ai besoin que vous me disiez exactement ce que Shen Tao prévoit. Inès hésita, pesant ses options. D'accord, mais pas au téléphone. Ils convinrent d'un rendez-vous discret pour le lendemain. Dans un petit café loin du siège des entreprises bars, raccrochant, Inès se sentit soudain observée. Elle s'approcha de sa fenêtre, scrutant la rue en contrebas. Une berline noire était stationnée à quelques mètres. Le conducteur dissimulé derrière des vitres teintées. Son intuition lui soufflait qu'elle devait agir vite. Rassemblant quelques affaires et les documents fournis par son père, elle quitta son appartement par l'issue de secours, évitant délibérément l'entrée principale. Pendant ce temps, dans son bureau des entreprises bars, Nicolas écoutait le rapport d'André sur les retombées potentielles de l'accord avec Liang Long. Mais son esprit était ailleurs, captivé par le mystère qu'incarnait Inès. « Nicolas, tu m'écoutes ?» La voix d'André le ramena à la réalité. « Pardon, je réfléchissais à quelque chose. » Il se redressa dans son fauteuil. « André, que sais-tu vraiment de l'affaire Mireille Barre ?» Le visage d'André se crispa imperceptiblement. Pourquoi cette question soudaine? Loïc a trouvé des incohérences dans les archives, des signatures qui ne correspondent pas. Ton frère a toujours eu une imagination débordante. André se leva, faussement désinvolte. C'était il y a 20 ans, Nicolas. Une comptable malhonnête a volé de l'argent, puis a disparu. Fin de l'histoire. Et sa fille se retrouve comme par hasard à travailler pour nous. Une coïncidence troublante, j'en conviens. André s'approcha de la fenêtre. D'ailleurs, à ce sujet, mes sources m'informent qu'elle a été aperçue plusieurs fois en compagnie d'agents de Colline à Beijing. Nicolas se figea. Quelle source? Des contacts fiables. Elle n'est pas celle que tu crois, Nicolas. Le doute s'insinua dans l'esprit de Nicolas. Corrosif. Que suggères-tu? Une simple vérification. André sortit son téléphone. J'ai pris la liberté de la faire suivre à son retour. Par précaution, Nicolas fronça les sourcils, partagé entre colère face à cette initiative non autorisée et inquiétude devant les implications. Et elle vient d'avoir un appel de ton frère. Un rendez-vous secret prévu demain. André affichait maintenant un air grave. Je crains que nous ne soyons face à une conspiration. Nicolas, Inès, Loïc, et peut-être même Liang. Nicolas se leva brusquement. C'est absurde. Pourquoi Loïc conspirerait-il contre sa propre famille? L'idéalisme peut être une motivation puissante. Ton frère a toujours eu des principes contraignants. Au moment où Nicolas s'apprêtait à répondre, son téléphone vibra. Un message d'Inès. Nous devons parler. Pas au bureau, pas chez moi, c'est urgent. Question de vie ou de mort. André, qui avait aperçu le message par-dessus son épaule, posa une main sur son bras. Un piège évident. Elle veut t'isoler. Nicolas hésita, tiraillé entre sa méfiance croissante et ce sentiment inexplicable qui le poussait vers Inès. Je dois savoir, André. Je dois l'entendre de sa bouche. Il répondit rapidement. Où et quand? La réponse fut presque immédiate. Parc de la Tête d'Or, Roseraie. Dans 1 heure. Venez seul. Nicolas rangea son téléphone, le visage déterminé. Je vais découvrir la vérité, une fois pour toutes. Ce qu'il ignorait, c'est qu'André avait déjà envoyé un message à Colin. Elle craque. Interceptez-la avant qu'elle ne parle à Nicolas. Dans une clinique isolée en périphérie de Lyon, Mireille Barre s'éveillait lentement d'une sédation forcée, découvrant avec horreur qu'elle était maintenue dans une chambre sans téléphone, sans moyen de contacter sa fille ou le monde extérieur. La roseraie du parc de la Tête d'Or était déserte en ce début de soirée. Les parterres de roses multicolores, normalement admirés par des nuées de touristes, semblaient monter la garde dans un silence presque solennel. Inès attendait, dissimulée derrière une haie, scrutant les allées à la recherche de Nicolas ou de quiconque aurait pu la suivre. La sonnerie étouffée de son téléphone la fit sursauter. Un message de Colin. « Votre mère s'adapte bien à notre clinique. N'oubliez pas notre accord. Les informations sur la cérémonie de Marseille. Demain midi, dernier délai. » Inès serra le téléphone. Partagée entre rage et impuissance, de son autre poche, elle sortit un second appareil, prépayé, acheté 1 heure plus tôt. Elle composa un numéro international. « Wei !» La voix de son père résonna à l'autre bout du monde. « C'est moi !» murmura-t-elle en mandarin. « Ils ont pris maman. Une clinique privée, je ne sais pas où. » Un silence lourd, puis « J'aurais dû m'y attendre. André a toujours été prudent. » Shen semblait calculer chaque mot. « As-tu contacté Loïc ?»« Oui, il veut m'aider.
Il dit avoir trouvé des preuves de son côté. Bien, tu peux lui faire confiance. Une pause. Et Nicolas? Inès hésita. Je lui ai donné rendez-vous ici. Je vais tout lui dire. C'est risqué. La voix de Chêne se fit plus urgente. André ne le lâche pas d'une semelle. Il pourrait... Je n'ai plus le choix, papa. Le mot lui semblait encore étrange dans sa bouche après toutes ces années. Colin me pousse à trahir davantage Nicolas. Je ne peux plus continuer cette mascarade. Au loin, elle aperçut une silhouette qui s'avançait dans l'allée principale. Nicolas. Il arrive. Je dois raccrocher. Sois prudente, ma fille. Je serai à Lyon dans 48 heures, avec toutes les preuves. Inès rangea le téléphone et sortit de sa cachette. S'avançant vers Nicolas, il était seul, comme elle l'avait demandé. Son expression indéchiffrable sous la lumière dorée du soleil couchant. « Nicolas » commença-t-elle, le cœur battant à tout rompre. Inès, son regard balaya rapidement les environs, comme pour s'assurer qu'ils étaient seuls. Votre message était alarmant. J'ai quelque chose à vous dire. Quelque chose que j'aurais dû vous révéler depuis le début. Elle s'apprêtait à poursuivre quand un mouvement attira son attention. 2 hommes, en costume sombre, venèrent d'apparaître à l'extrémité de l'allée. « Nous devons partir », murmura-t-elle, saisissant le bras de Nicolas. « Maintenant, qu'est-ce qui... Faites-moi confiance, pour une fois. » Quelque chose dans son regard dut le convaincre, car il la suivit sans plus de questions à travers un dédale de haies et de parterres. Derrière eux, les pas des poursuivants se rapprochaient. « Les hommes de Colin ?» expliqua-t-elle entre 2 respirations. « Ils me font chanter depuis le début. Ils retiennent ma mère. » Ils atteignirent l'entrée nord du parc, moins fréquentée. Une Audi noire attendait, moteur tournant. « Loïc !» s'étonna Nicolas en reconnaissant le conducteur. « Monte, frangin, on n'a pas beaucoup de temps. » Une fois la voiture en mouvement, Inès se tourna vers Nicolas. « Je suis désolée de vous avoir menti, d'avoir trahi votre confiance. » Loïc intervint depuis le volant. Elle était sous la contrainte, Nicolas. Colin menaçait d'interrompre le traitement expérimental de sa mère. Nicolas regardait alternativement son frère et Inès. Incrédule. « Vous êtes de mèche tous les deux. Depuis quand ?»« Depuis hier seulement, » précisa Loïc, négociant un virage serré pour semer une berline qui semblait les suivre. « Mais j'enquête sur cette histoire depuis des semaines. » « Quelle histoire ?» La frustration transparaissait dans la voix de Nicolas. Inès sortit les documents de son sac. « Votre père et André Dumas ont fait accuser ma mère de détournement de fonds il y a 20 ans. Elle était innocente. Les preuves ont été fabriquées. » Nicolas prit les papiers, les parcourant rapidement. Son visage s'assombrit à mesure qu'il assimilait l'information. « Ces signatures, elles sont différentes. » Il leva des yeux troublés vers Inès. « Mais comment avez-vous obtenu ces documents ?»« Par mon père. » Inès prit une profonde inspiration. « Shen Tao, vous le connaissez sous le nom de Monsieur Liang. » Le choc se peignit sur le visage de Nicolas. « Le négociateur chinois est votre père. »« Mais vous m'aviez dit qu'il était mort. Il a simulé sa mort pour nous protéger, ma mère et moi. Il était investigateur financier et avait découvert le système de blanchiment mis en place par votre père et André. Quand il a voulu alerter les autorités, les menaces ont commencé. » Le silence s'abattit dans la voiture, seulement interrompu par le ronronnement du moteur et le crissement des pneus sur l'asphalte. « Je savais que mon père avait des pratiques discutables, » murmura finalement Nicolas. « Mais faire porter le chapeau à une innocente... » « Ce n'est pas tout, » intervint Loïc depuis le volant. « J'ai trouvé des transferts suspects vers des comptes offshore contrôlés par André. Des sommes énormes, détournées juste après la mort de papa. » Nicolas passa une main sur son visage. « André, mon mentor, l'homme qui m'a pratiquement élevé après la mort de père. » Inès posa une main sur son bras, un geste instinctif de réconfort. « Je suis désolée. Je sais ce que c'est de découvrir que quelqu'un en qui on avait confiance nous a trahis. » Leurs regards se croisèrent, une compréhension mutuelle s'établissant entre eux malgré les révélations bouleversantes. Loïc les ramena à la réalité. « On a un problème plus urgent. Retrouver Mireille avant que Colin ne comprenne que nous savons tout. » « J'ai peut-être une idée, » dit Nicolas en se redressant. Colin possède une clinique privée dans les monts du Lyonnais, officiellement pour sa mère malade, mais j'ai toujours soupçonné qu'il s'y passait d'autres activités. « Comment le sais-tu » demanda Inès. « Le monde des affaires a ses secrets, mais aussi ses ragots. »
Nicolas sortit son téléphone. « J'ai un contact qui pourrait nous confirmer si ta mère y est détenue. » Pendant qu'il passait son appel, Loïc conduisait vers une destination inconnue, prenant régulièrement des détours pour s'assurer qu'il n'était pas suivi. « Où allons-nous » demanda Inès. « Une maison sécurisée » répondit Loïc. « Un chalet que notre grand-mère nous a légué. Personne ne connaît son existence, à part Nicolas et moi. Même André l'ignore. » Nicolas raccrocha, l'air grave. « Mon contact confirme qu'une patiente correspondant à la description de ta mère a été admise hier, clinique des Cèdres, à Polyonnais. »« Alors allons-y » s'exclama Inès. « Pas si vite » tempéra Loïc. « On ne peut pas débarquer comme ça. C'est une propriété privée, probablement bien gardée. Il nous faut un plan. » Nicolas acquiesça. « Et j'ai besoin de comprendre toute l'histoire avant d'agir, y compris ton rôle dans tout ça, Inès. » Il la fixait avec une intensité qui mélangeait doute et espoir. « J'ai été manipulée depuis le début, » admit-elle. « Par Colin d'abord, qui a découvert mes compétences linguistiques grâce à mon cousin Martin et a commencé à me faire chanter pour obtenir des informations sur les entreprises Barre. Puis par mon père, qui a orchestré cette négociation pour revenir en France et exposer la vérité. Et pourquoi nous aider maintenant ? » La question de Nicolas était directe, sans accusation. Parce que, Inès chercha ses mots, parce que je ne supporte plus de vivre dans le mensonge, parce que ma mère mérite justice, pas d'être utilisée comme monnaie d'échange, et parce que, elle hésita, baissant les yeux, parce que, insista doucement Nicolas, parce que j'ai appris à vous connaître, le vrai vous, pas le fils d'Étienne Barre, et je ne peux plus vous trahir. Un silence chargé d'émotions s'installa, que Loïc respecta en gardant les yeux fixés sur la route. Le chalet apparut enfin, niché au cœur d'une forêt de pins, une construction traditionnelle en bois et pierre, isolée du monde. Bienvenue au dernier endroit où André Dumas penserait à nous chercher, annonça Loïc en coupant le moteur. À l'intérieur, ils élaborèrent un plan. Nicolas contacta d'anciens employés fidèles à Mireille, qui pourraient témoigner en sa faveur. Loïc prépara les documents juridiques nécessaires pour attaquer André, et Inès établit un canal de communication sécurisé avec son père, dont l'avion avait déjà décollé de Beijing. « Chen sera là demain soir », annonça-t-elle en raccrochant. « Il apporte toutes les preuves qu'il a accumulées ces 20 dernières années. »« Et pour ta mère ?» demanda Nicolas, son inquiétude évidente. « J'ai une idée », intervint Loïc. « J'ai encore des contacts au sein du personnel soignant de l'ancien hôpital de maman, des gens qui me doivent des faveurs et qui pourraient nous aider à entrer dans cette clinique. » Nicolas hocha la tête, pensif. « Pendant ce temps, je vais m'occuper d'André. Il ne doit se douter de rien avant le gala de Marseille. » Le gala. Inès le dévisagea, surprise. La signature officielle du contrat avec Liang Long. Tous les acteurs seront présents. Ce sera le moment parfait pour révéler toute la vérité. Nicolas la regarda droit dans les yeux. « Si tu es prête à le faire, » Inès soutint son regard. « Je suis prête. Pour ma mère. Pour la vérité. » Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que, dans son bureau luxueux, André recevait un appel inquiétant de ses hommes. Ils nous ont semés, et Loïc est avec eux. André raccrochait, le visage déformé par la rage. Son téléphone sonna à nouveau presque immédiatement. « Colin, ce n'est pas le moment. »« Au contraire, mon cher André. » La voix de Colin était dangereusement calme. « Je crois que c'est exactement le moment de discuter de notre arrangement, surtout maintenant que notre petit oiseau s'est envolé, avec les 2 frères Barre. Les lumières du palais du Pharaon à Marseille brillaient de 1000 feux, illuminant la Méditerranée d'un halo doré. Pour l'occasion, les entreprises Barre n'avaient été pas lésinées sur les moyens, orchestre symphonique, champagne millésimé, mais raffiné préparé par un chef étoilé, l'élite économique et politique française se pressait dans ce lieu historique pour assister à la signature du contrat du siècle entre les entreprises Barre et le conglomérat Liang Long. Dans une suite du Sofitel voisin, Inès ajustait nerveusement sa robe de soirée bleu nuit. Ces dernières 48 heures avaient été un tourbillon d'émotions et d'actions. Grâce au contact de Loïc, ils avaient à localiser avec certitude Mireille dans la clinique de Colline. Mais l'extraire s'avérait plus complexe que prévu. L'établissement était pratiquement une forteresse. Un coup discret à la porte la tira de ses réflexions. Nicolas se tenait dans l'encadrement, imposant dans son smoking noir. « Tu es prête ?» demanda-t-il doucement, utilisant pour la première fois le tutoiement entre eux. Ce simple changement, cette intimité nouvelle créée par l'adversité partagée.
fit naître un frisson le long de sa colonne vertébrale. Aussi prête qu'on peut l'être quand on s'apprête à faire exploser des vérités enfouies depuis 20 ans, répondit-elle avec un sourire nerveux. Nicolas s'approcha, prenant délicatement ses mains dans les siennes. Quoi qu'il arrive ce soir, je veux que tu saches une chose. Je suis de ton côté. Complètement. Leurs regards se croisèrent, chargés d'émotions non exprimées, de possibilités qui attendaient à que cette tempête se calme pour s'épanouir. « Shen est arrivé ?» demanda-t-elle, revenant à la réalité. « Oui, par l'entrée de service comme convenu. Il attend dans la pièce adjacente à la salle de réception. » Personne ne l'a reconnu. Nicolas consulta sa montre. « Et Loïc vient de m'envoyer un message. L'opération à la clinique est en cours. » Inès ferma brièvement les yeux, une prière silencieuse pour sa mère traversant ses pensées. À 20 heures précises, ils firent leur entrée dans la salle de réception du Palais du Pharaon. André fut le premier à les accueillir, son sourire professionnel masquant à peine sa surprise de les voir ensemble. « Nicolas, nous commencions à nous inquiéter ?» Son regard glissa vers Inès, évaluateur. « Mademoiselle Barre, ravissante ce soir. »« Merci, monsieur Dumas », répondit-elle froidement. Soutenant son regard, André se pencha vers Nicolas, baissant la voix. « Puis-je te parler en privé un instant? C'est important. » Plus tard, André, nos invités d'honneur viennent d'arriver. En effet, la délégation chinoise faisait son entrée, menée par un homme qu'André n'avait jamais vu en personne. Shen Tao, alias Monsieur Liang, même avec ses lunettes teintées et son apparence légèrement modifiée, Inès reconnut immédiatement son père. La soirée progressa dans une atmosphère de tension sous-jacente que seuls les initiés pouvaient apercevoir. Discours, applaudissements, flûtes de champagne qui s'entrechoquent. Le rituel habituel des grandes signatures commerciales se déroulait parfaitement, comme une pièce de théâtre bien répétée, jusqu'à ce qu'une silhouette féminine élégante se fraie un chemin à travers la foule, se dirigeant droit vers Inès, Léa Girard, resplendissante dans une robe rouge sang, un sourire carnassier aux lèvres. « Inès Barre » lança-t-elle d'une voix suffisamment forte pour attirer l'attention des convives proches. Ou devrais-je dire, l'espionne de Colin infiltrée chez les Barres. Un silence soudain s'abattit autour d'eux, les conversations voisines s'éteignant une à une comme des bougies soufflées par le vent. Nicolas s'interposa. « Léa, ce n'est ni le lieu ni le moment. Au contraire, c'est exactement le moment. » Elle sortit son téléphone. « J'ai ici des preuves, des emails, des messages entre Mademoiselle Barre et Yves Colin, notre principal concurrent. Elle lui a transmis des informations confidentielles pendant des semaines. » Tous les regards se tournèrent vers Inès, qui sentit son cœur s'accélérer. Ce n'était pas ainsi que les révélations devaient se faire. Pas dans ce désordre. Pas avant que sa mère ne soit en sécurité. « C'est vrai », admit-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. « J'ai transmis des informations à Colline, sous la contrainte. » Des murmures parcoururent l'assemblée. « Il détenait le seul traitement qui maintient ma mère en vie, » poursuivit-elle. « Il me faisait chanter, mais ce n'est que la surface d'une histoire bien plus sombre. » André s'avança, tentant de reprendre le contrôle de la situation. « Mesdames et messieurs, je vous prie de nous excuser pour ce désagrément. La soirée va continuer pendant que nous réglons ce malentendu en privé. »« Non » intervint Nicolas, sa voix tranchante comme l'acier. « Puisque nous avons commencé, allons jusqu'au bout. Cette soirée est placée sous le signe de la transparence, n'est-ce pas, André ?» Le malaise d'André était maintenant visible pour tous. « Nicolas, sois raisonnable. »« Je le suis, pour la première fois depuis longtemps. » Nicolas se tourna vers l'assemblée. « Mesdames et messieurs, ce qui devait être une simple signature commerciale va se transformer en quelque chose de bien plus significatif. La rectification d'une injustice vieille de 20 ans. » Il fit un signe discret, et Shen s'avança, retirant lentement ses lunettes teintées. Son visage, maintenant visible de tous, provoqua un hoquet de surprise chez André. « Impossible », murmura ce dernier, son teint devenant livide. « Vous êtes mort, j'ai vérifié moi-même. Comme vous pouvez le constater, Monsieur Dumas, les rapports de ma mort étaient grandement exagérés, » répondit Shen avec un léger sourire. « Permettez-moi de me présenter correctement. Shen Tao, ancien investigateur financier et père d'Inès Barre. » L'effet de cette révélation fut électrique. Les convives qui comprenaient les implications échangeaient des regards stupéfaits. « Il y a 20 ans, poursuivit Shen, j'ai découvert un système de blanchiment d'argent orchestré par Étienne Barre.
et son fidèle lieutenant, André Dumas. Quand j'ai voulu alerter les autorités, des menaces sont commencées, visant ma famille. J'ai simulé ma mort pour les protéger, mais pas avant d'avoir rassemblé des preuves. André tentait désespérément de reprendre le contrôle. C'est absurde, des accusations sans fondement d'un homme qui a clairement orchestré toute cette mascarade. Les preuves sont là, André, intervint Loïc, qui venait d'entrer dans la salle, tenant une épaisse chemise de documents. J'ai passé des semaines à fouiller dans nos archives. Les signatures ont été falsifiées. Mireille Barre était innocente. Léa, qui s'était attendue à humilier Inès, se retrouvait désormais prise dans un tourbillon d'événements qu'elle ne maîtrisait plus. « Nicolas » tenta-t-elle en posant une main sur son bras. « Tu ne vas pas croire ces accusations ridicules ?» Il se dégagea doucement mais fermement. « J'ai vu les preuves, Léa. C'est terminé. » Les yeux de Léa s'écarquillèrent sous l'affront, avant de se rétrécir de colère. Elle se tourna vers Inès. « C'est donc ça. Tu l'as manipulé contre moi, contre nous tous. » « Je n'ai fait que révéler la vérité, » répondit simplement Inès. Une vérité que beaucoup ont tenté d'enterrer trop longtemps. Le téléphone de Loïc vibra. Il consulta l'écran, puis s'approcha d'Inès, murmurant à son oreille « On l'a, ta mère est en sécurité, en route vers Marseille à l'heure qu'il est. » Un soulagement immense submergea Inès, des larmes de gratitude menaçant de ruiner son maquillage soigneusement appliqué. Pendant ce temps, André, voyant sa position s'effondrer, tentait discrètement de quitter la salle. Un garde de sécurité, alerté par Loïc, lui bloqua le passage. « Monsieur Dumas » annonça Loïc d'une voix forte. « Mes équipes juridiques ont déjà déposé les documents nécessaires auprès du procureur. Je vous suggère de rester pour entendre l'ensemble des charges qui pèsent contre vous. » André se figea, puis son visage se transforma, le masque de respectabilité se fissurant pour révéler la rage et le mépris qui se cachaient dessous. « Tout ce que j'ai fait, » cracha-t-il. « Je l'ai fait pour bâtir et protéger cet empire. Un empire que ton père avait commencé à construire avec des méthodes tout aussi discutables. Nicolas, ne joue pas les innocents. » Il pointa un doigt accusateur vers Nicolas. « Tu crois que ton héritage est propre, que ta fortune vient d'un travail honnête? Tout a été bâti sur des compromis, des arrangements, parfois des ruines. Mireille Barre n'était qu'un dommage collatéral parmi d'autres. » La salle était maintenant plongée dans un silence total, chacun absorbant les implications des révélations qui s'enchaînaient. C'est alors que la porte principale s'ouvrit à nouveau, révélant Yves Collin, l'éternel rival des bars, qui s'avançait calmement comme s'il avait été invité. « Quelle soirée fascinante !» commenta-t-il avec un sourire sardonique. « Je n'aurais manqué ce spectacle pour rien au monde. » Nicolas se tourna vers lui, glacial. « Collin, tu as du culot de te montrer ici après avoir kidnappé Mireille Barre. »« Kidnappé !» Collin émit un rire bref. « Quel vilain mot ! Disons que je lui ai offert des soins de qualité. » Il balaya la salle du regard, savourant l'attention, mais il semble que j'arrive au moment le plus intéressant, la chute d'André Dumas, l'architecte secret des entreprises Barre modernes. Presque poétique, n'est-ce pas ? Inès s'avança vers lui, la colère remplaçant sa peur. « Vous avez utilisé la vie de ma mère comme monnaie d'échange. »« Affaires, ma chère. Simplement des affaires. » Colline haussa les épaules avec une nonchalance étudiée. « Et puis, votre mère va bien ? Elle est même en route pour nous rejoindre ?» M'a-t-on dit ? André, voyant sa dernière chance de s'en sortir, s'approcha de Colline. « Tu savais pour Shen Tao depuis le début ? » « Bien sûr que je savais, » confirma Colline avec un sourire satisfait. « Pourquoi crois-tu que j'ai contacté sa fille en premier lieu ? » Les événements s'enchaînaient désormais à une vitesse vertigineuse, chaque révélation en entraînant une autre, dévoilant peu à peu la toile complexe de mensonges, de trahisons et de manipulations tissées au fil des décennies. Le chaos régnait désormais dans la salle de réception du palais du Pharaon. Les invités oscillaient entre stupéfaction et fascination morbide face au drame qui se jouait devant eux. Certains s'étaient discrètement éclipsés, craignant d'être éclaboussés par le scandale. D'autres, au contraire, s'étaient rapprochés, avides de ne rien manquer de cette implosion spectaculaire. André Dumas, acculé, ressemblait maintenant à un animal traqué. Son regard passait frénétiquement d'un visage à l'autre. Cherchant un allié, une échappatoire. « Vous ne comprenez pas », siffla-t-il entre ses dents. « Sans moi, les entreprises Barre ne seraient rien. Rien. J'ai consacré ma vie à bâtir cet empire quand Étienne est mort. J'ai protégé ses secrets. J'ai multiplié ses avoirs.
Nicolas s'avança vers lui, avança, une sérénité inattendue émanant de son visage. Non, André, tu as construit ton propre empire sur le mensonge. Tu as utilisé notre nom, notre réputation, tout en détournant des millions. Il se tourna vers Loïc, qui tenait toujours la chemise de documents. Les preuves sont accablantes. Des transferts vers tes comptes offshore, des signatures falsifiées, des témoins intimidés. Et maintenant, on apprend que même la mort de Shen Tao était une mise en scène orchestrée par toi. André rit amèrement. Mise en scène, j'ai vu sa voiture exploser. J'ai identifié son corps carbonisé. Un corps que vous avez à peine regardé, intervint Shen. Trop pressé de confirmer ma mort pour examiner les détails, ce n'était pas moi dans cette voiture, mais un malheureux sans-abri décédé la veille, un subterfuge nécessaire pour que je puisse disparaître et protéger ma famille. Face à cette révélation macabre, un murmure d'horreur parcourut l'assemblée. Colline, qui observait la scène avec un plaisir à peine dissimulé, s'approcha de Nicolas. Fascinant, n'est-ce pas? Ton mentor, ton oncle, André, n'était qu'un vulgaire criminel, un voleur qui a sacrifié des innocents pour ses ambitions? Nicolas le dévisagea avec mépris. Ne joue pas les justiciers. Colline, tu n'es pas meilleur que lui. Utiliser la maladie d'une femme pour faire chanter sa fille. Stratégie commerciale, corrigea Colline avec un sourire. Rien de personnel, d'ailleurs. Je n'ai jamais menacé directement la vie de Madame Barre. J'ai simplement conditionné son accès aux soins. Loïc s'approcha des gardes de sécurité. Embarquez-les tous les deux, la police est en route. Mais avant que les gardes ne puissent intervenir, André, dans un mouvement désespéré, sortit un pistolet de sa veste. Des cris retentirent dans la salle, tandis que les invités se dispersaient précipitamment, cherchant à s'éloigner de la menace. « Assez !» hurla André, son visage déformé par la rage. « Vous croyez pouvoir tout détruire, 20 ans de travail, de sacrifice ?» Il pointa l'arme vers Nicolas. « Toi, le fils ingrat, j'ai tout fait pour toi. Tout. J'ai géré l'entreprise pendant que tu jouais au Petit Prince dans les écoles de commerce les plus prestigieuses. J'ai couvert les erreurs de ton père, protégé sa mémoire, construit l'héritage qu'il t'a légué. Et voilà comment tu me remercies. » Nicolas ne recula pas, soutenant le regard fou d'André. « En me mentant, en faisant accuser des innocents. Ce n'est pas ça, l'héritage que je veux, André. » André ricana, son doigt se crispant sur la détente. « Toujours si noble, si vertueux. Tu es plus comme ton père que tu ne le crois, Nicolas. La différence, c'est qu'Étienne avait le courage d'assumer les conséquences de ses actes. » Le temps sembla se suspendre. Inès, voyant l'intention meurtrière dans les yeux d'André, réagit instinctivement, en un éclair. Elle se plaça entre Nicolas et l'arme. « Non !» cria-t-elle. « Ça suffit !» André hésita une fraction de seconde, déstabilisé par cette intervention. C'est alors que Léa, voyant une opportunité de se débarrasser de sa rivale, tout en se présentant en héroïne, se précipita vers André. « Donnez-moi cette arme. » Dans la lutte qui s'ensuivit, un coup de feu déchira l'air. Le monde sembla s'arrêter. Inès s'attendait à ressentir la douleur, à voir le sang, mais rien ne vint. Le tir avait été dévié pendant la lutte, l'écho de la détonation résonnant encore dans la salle. Puis un mouvement près de l'entrée attira tous les regards. Une femme d'une 50aine d'années, au visage émacié mais au port noble, s'était interposée. Elle vacilla, une tache rouge s'élargissant sur sa robe blanche. « Maman !» Le cri d'Inès déchira le silence horrifié qui avait suivi le coup de feu. Mireille Barre s'effondra lentement, comme au ralenti. Inès se précipita pour la rattraper, la soutenant alors qu'elle glissait vers le sol. « Non, non, non !» murmurait-elle, les larmes inondant son visage. « Maman, tiens bon, l'ambulance va arriver. » Shen Tao se précipita à leur côté, tombant à genoux près de la femme qu'il n'avait pas vue depuis 20 ans. « Mireille !» Sa voix se brisa. Loïc avait déjà appelé les secours, tandis que 2 gardes de sécurité maîtrisaient enfin André, lui arrachant l'arme des mains. Nicolas s'agenouilla auprès d'Inès, une main sur son épaule en signe de soutien. Mireille, malgré la douleur, sourit faiblement en voyant les visages penchés au-dessus d'elle. « Shen, tu es vraiment revenu. Je savais que ce n'était pas un rêve. »« Tu savais ?» demanda-t-il, incrédule. « J'ai toujours su que tu étais vivant, » murmura-t-elle. « Je le sentais. Je n'ai jamais cessé de t'attendre. » Inès serra la main de sa mère. « Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ? Pour te protéger. »« Ma chérie,
Mireille toussa, un filet de sang apparaissant au coin de ses lèvres. Moins tu en savais, plus tu étais en sécurité. Les secours arrivèrent, mais tous ceux qui entouraient Mireille pouvaient ne voir dans ses yeux que la blessure était grave, peut-être fatale. La balle avait touché près du cœur. Ce cœur déjà fragilisé par la maladie. « Écoutez-moi », souffla Mireille alors que les ambulanciers s'affairaient autour d'elle. La vérité a un prix, je l'ai toujours su. » Elle tourna son regard vers Nicolas. « Votre père n'était pas un monstre, juste un homme qui a fait de terribles erreurs. Manipulé par ceux en qui il avait confiance, puis à Chênes, je ne t'en ai jamais voulu, pas un seul jour. » Enfin, elle prit la main d'Inès et celle de Nicolas, les unissant dans les siennes. Une dernière volonté, un dernier geste. L'amour est plus fort que la vengeance, murmura-t-elle. N'oubliez jamais ça. Ses yeux se fermèrent lentement, son corps s'abandonnant enfin après des années de lutte. Maman, maman. Inès secouait doucement sa mère, comme si elle pouvait la ramener par la seule force de sa volonté. Les ambulanciers tentèrent une réanimation, mais leur regard grave disait tout. Le cœur malade de Mireille, affaibli par des années de traitement, n'avait pas supporté le traumatisme de la balle. Chênes serrait la main de sa femme, des larmes silencieuses coulant sur son visage, 20 ans à construire sa vengeance, à accumuler des preuves, à bâtir une nouvelle identité. Tout cela pour la retrouver quelques minutes à peine avant de la perdre à nouveau. Cette fois pour toujours, Nicolas se tenait légèrement en retrait, submergé par un mélange complexe d'émotions, culpabilité pour les actions de son père, douleur pour la souffrance d'Inès, rage contre André. La police arriva enfin, emmenant André Dumas menotté. L'homme ne résistait plus, comme vidé de toute énergie. Son regard croisa une dernière fois celui de Nicolas, un regard où se mêlaient défi, regret et quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement, comme si, d'une certaine façon, il avait toujours su que ce jour viendrait. Colin tenta discrètement de s'éclipser dans la confusion, mais Loïc l'intercepta. « Pas si vite. La police voudra aussi vous parler de l'enlèvement de Madame Barre. » Léa, choquée par le tour inattendu des événements, regardait la scène avec horreur. Son plan pour humilier Inès avait déclenché une tragédie. Le sang sur ses mains, métaphorique mais non moins réel, la marquait d'une culpabilité qu'elle n'avait jamais envisagée. Au milieu de ce chaos, Inès restait agenouillée près du corps de sa mère, paralysée par la douleur. Nicolas s'approcha, s'agenouillant à ses côtés. Sans un mot, il l'enveloppa dans ses bras, offrant le seul réconfort possible à cet instant. La promesse silencieuse qu'elle n'était pas seule. Le prix de la vérité avait été tragiquement élevé. Une vie avait été perdue. D'autres s'étaient brisées. Mais dans cette étreinte, dans cette connexion née au milieu des cendres de tant de mensonges, brillait l'espoir fragile que quelque chose de nouveau, de plus authentique, pourrait peut-être un jour émerger. 1 an s'était écoulé depuis cette nuit fatidique au palais du Pharaon, 1 an de deuil, de reconstruction, de transformation profonde. Le soleil printanier caressait les façades de Lyon, faisant scintiller les eaux du Rhône comme des milliers de diamants. Devant un bâtiment moderne aux lignes épurées, une foule patientée, journalistes, personnalités politiques, étudiants, tous rassemblés pour l'inauguration de la fondation Mireille Barre. Une banderole élégante s'étendait au-dessus de l'entrée principale, pour que les talents ne soient jamais étouffés par le manque de moyens. Inès, vêtue d'un tailleur bleu pâle, observait la scène depuis une fenêtre du premier étage. Une main posée inconsciemment sur son ventre arrondi par 6 mois de grossesse, son reflet dans la vitre lui renvoyait l'image d'une femme transformée, plus sereine, plus forte, malgré la douleur qui parfois encore assombrissait son regard. Impressionnant, n'est-ce pas ? La voix de Nicolas l'attira de sa contemplation. Il s'approcha, posant une main sur son épaule, son alliance dorée captant un rayon de soleil. Leur mariage, célébré 6 mois plus tôt dans l'intimité, avait surpris beaucoup de monde. Trop tôt après le drame, disaient certains. Mais eux savaient que la vie était trop précieuse, trop fragile pour attendre. Elle serait fière, murmura Inès, la gorge serrée par l'émotion. Oui, elle le serait. Nicolas déposa un baiser sur sa tempe. « Tu es prête ? Ils nous attendent, dans le hall principal. Chen Tao, désormais officiellement réintégré dans sa véritable identité grâce à un long processus juridique, discuté avec Loïc, le père d'Inès avait considérablement changé.
Il avait troqué ses costumes impeccables et ses lunettes teintées contre une allure plus détendue, comme si le poids de sa double vie s'était enfin envolé. « Ah, les voilà !» s'exclama Loïc en les voyant approcher, depuis la tragédie. Les deux frères Barr s'étaient rapprochés, travaillant ensemble à la transformation radicale de l'empire familial. Loïc avait temporairement pris la présidence des entreprises Barr, pendant que Nicolas se consacrait à l'assainissement éthique du conglomérat et à la création de la fondation. « Le ministre vient d'arriver », annonça Loïc, « et la presse est en place. » Inès prit une profonde inspiration. « Alors, allons-y. » Sur l'estrade installée devant le bâtiment, Nicolas prit la parole le premier. Sa voix, amplifiée par les microphones, portait loin dans l'air printanier. Cette fondation est née d'une promesse. La promesse que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, doit toujours prévaloir sur le mensonge, que les talents ne devraient jamais être étouffés par le manque de moyens, que la rédemption est possible même après les plus graves erreurs. Son regard balaya la foule, s'attardant sur les visages attentifs des étudiants présents. Les premiers bénéficiaires des bourses Mireille Barr. Il y a 1 an, un drame a révélé les zones d'ombre sur lesquelles les entreprises Barr avaient été bâties. Nous avons dû faire face à une vérité que mon père, puis son associé, avaient tenté d'enterrer pendant 2 décennies. La presse avait abondamment couvert l'affaire, le procès d'André Dumas. Reconnu coupable de détournement de fonds, falsification de documents, complicité de tentative de meurtre et obstruction à la justice, sa condamnation à 20 ans de prison ferme avait fait les gros titres, tout comme la mise en examen de Yves Collin pour enlèvement et chantage. Aujourd'hui, poursuivit Nicolas, nous ne cherchons pas à effacer ce passé, mais à construire sur ces ruines quelque chose dont nous pourrons être fiers. La Fondation Mireille Barr financera chaque année 50 bourses complètes pour des étudiants brillants en linguistique et traduction. Des jeunes qui, comme Inès, pourraient un jour bâtir des ponts entre les cultures. Il céda la place à Inès, dont le ventre arrondi suscita quelques murmures attendris dans l'assistance. « Ma mère, commença-t-elle d'une voix claire mais émue, a passé la moitié de sa vie dans l'ombre d'une accusation injuste. Elle a sacrifié sa carrière, sa réputation pour me protéger, mais jamais. Pas un seul jour, elle n'a renoncé à me transmettre sa passion pour les langues, sa conviction que comprendre l'autre est le premier pas vers un monde meilleur. Elle marqua une pause, maîtrisant l'émotion qui menaçait de submerger sa voix. Mireille Barr croyait que la vérité finit toujours par triompher, que les mots, dans toutes les langues, portent le même message d'humanité. Cette fondation portera ses valeurs, offrant à des jeunes talents la chance qu'elle n'a jamais eue. Chen s'avança à son tour, serrant brièvement la main de sa fille, dans un geste de soutien. Les médias avaient été fascinés par son histoire. L'homme qui avait feint sa mort pour protéger sa famille et passé 20 ans à construire les preuves qui innocenteraient sa femme. En tant que président du conseil d'administration de la Fondation, annonça-t-il, j'ai l'honneur de vous informer que les entreprises Barr ont récemment récupéré plus de 50 millions d'euros dissimulés sur des comptes offshore par André Dumas. Cette somme servira intégralement à financer la Fondation et à créer 3 hôpitaux spécialisés dans le traitement des maladies cardiaques rares, dont celui qui a emporté ma femme. Les applaudissements éclatèrent, spontanés et chaleureux. Ensemble, Inès, Nicolas et Chen coupèrent le ruban symbolique, ouvrant officiellement les portes de la Fondation. La cérémonie s'acheva, laissant place au cocktail d'inauguration. Tandis que les invités se dispersèrent dans les jardins attenants, Inès s'éclipsa discrètement. Elle avait un autre rendez-vous, plus intime, mais tout aussi important, au cimetière de la Croix-Rousse. Le marbre blanc de la tombe de Mireille luisait doucement sous le soleil de l'après-midi. Inès s'agenouilla avec précaution, déposant un bouquet de roses blanches, les préférées de sa mère. « C'est fait, maman », murmura-t-elle. « La fondation est ouverte. Ton nom a été officiellement lavé de tout soupçon. » Elle effleura du bout des doigts le nom gravé dans la pierre. « Je voudrais que tu sois là pour voir tout ça, pour connaître ton petit-fils quand il naîtra. » Sa main caressa tendrement son ventre. « Nous l'appellerons Étienne, pas en hommage au père de Nicolas, mais pour lui donner la chance de redéfinir ce nom, de lui donner un sens nouveau. » Le vent léger fit bruisser les feuilles des arbres environnants, comme une réponse apaisante. Nicolas est, différent de ce que j'imaginais, meilleur, plus fort aussi. Il a complètement restructuré l'entreprise. Tous les anciens complices d'André ont été écartés, les pratiques douteuses, abandonnées. Elle sourit légèrement. Papa s'adapte à sa nouvelle vie,
Il passe la moitié de son temps en Chine pour gérer ses affaires, et l'autre moitié ici. Je crois qu'il essaie de rattraper ses 20 années perdues. Un pas derrière elle la fit se retourner. Nicolas s'approchait, respectueux de ce moment d'intimité, mais présent si elle avait besoin de lui. « Je dois y aller, maman », murmura Inès, en effleurant une dernière fois la pierre tombale. « Mais je reviendrai, et je continuerai à raconter ton histoire, notre histoire, à ton petit-fils, dans toutes les langues que je connais, pour qu'il sache que la vérité, même enterrée pendant des années, finit toujours par trouver son chemin vers la lumière. » Elle se releva avec l'aide de Nicolas, s'appuyant légèrement contre lui. « Tu vas bien ?» demanda-t-il doucement. « Oui. » Elle lui sourit, ses yeux brillants d'une détermination sereine. « Ce n'est pas la fin que j'avais imaginée, mais c'est un nouveau départ. » Ils quittèrent ensemble le cimetière, marchant lentement sous les platanes centenaires. Au loin, les tours de verre des entreprises bars reflétèrent le soleil couchant, symbole d'un pouvoir désormais réorienté vers des valeurs plus authentiques. Cette nuit-là, dans leur appartement surplombant le Rhône, Inès s'endormit blottie contre Nicolas, une main protectrice sur son ventre. Dans ses rêves, elle entendit sa mère lui murmurer cette phrase qu'elle répétait souvent. « La vérité peut demeurer, ma sempre rencontre à ce camino para la luz. » La vérité peut tarder, mais elle trouve toujours son chemin vers la lumière. Et pour la première fois depuis longtemps, ces mots n'étaient plus seulement un espoir, mais une promesse tenue,